Monsieur le maire, cher Jacques Baudrier, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Monsieur le directeur régional de l'hébergement et du logement, représentant le préfet de la région Île-de-France, cher Laurent Bresson, Monsieur le président d'honneur de l'Union sociale pour l'habitat, cher Jean-Louis Dumont, ta présence à elle seule est un gage de permanence et de volontarisme du mouvement HLM. Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents, les directrices et les directeurs, chers amis et partenaires du logement social, chers représentants des associations de locataires, chers congressistes, avec un salut appuyé aux visiteurs ultramarins qui ont animé cette édition, et en particulier aux Mahorais, dont le président Nizar Hassani Afani, qui vient de décrire la situation terrible. Chers amis, il est de coutume que la présidente ou le président de l'Union sociale conclue ces 3 jours intenses par un discours de synthèse, de rassemblement ou d'interpellation à une ou un ministre, voire à un Premier ministre. Aujourd'hui, l'exercice est singulier. À travers nos nombreux échanges, vos interventions, à travers ces expressions directes que nous avons recueillies, cette interpellation est collective, puissante. C'est le signe d'une grande vitalité du mouvement HLM. C'est la marque vivante d'une unité que personne ne pourra affaiblir. C'est la marque d'une unité profonde, la seule qui compte. L'unité au service d'une cause juste qui dépasse nos personnes et notre génération. Notre interpellation durera et dépassera les murs de notre congrès. Elle restera constante malgré l'instabilité politique que la France subit. Si depuis 2017, le dialogue avec l'État et le gouvernement a été complexe, il est aujourd'hui à l'arrêt. Nous avons vu la politique du logement absorbée comme une simple ligne budgétaire, comme si elle ne concernait pas la vie et l'emploi des Français. Nous avons connu un gouvernement qui gèle en juillet des crédits votés par le Parlement. En janvier, nous avons rencontré un État qui se défaussait de ses dettes et voulait se défaire de ses prérogatives. Nous avons heureusement obtenu parfois quelques avancées, mais rien de pérenne qui permette de contrecarrer la crise du logement. Je n'irai pas plus loin dans cet état des lieux. Ce serait sans doute cathartique, mais inopérant. Nous ne ferons donc pas de procès d'intention à la prochaine ou au prochain ministre du Logement. Nous dialoguerons avec celle ou celui qui sera désigné. Et nous avons entendu le Premier ministre Sébastien Lecornu, tout juste nommé, appeler à une rupture nécessaire avec les politiques passées, sur le fond comme sur la forme. Nous partageons cette ambition. Alors passons de l'ambition à l'action. Nous proposons au Premier ministre de renouer avec la régulation et la programmation. Elles ont le mérite d'être fédératrices. Quand on est de tradition gaulliste, quand on a la conviction que le laisser-faire est une doctrine aussi inefficace que nuisible en matière de logement, ou quand on a le sens de l'État, le mot « régulation » est cardinal. Quand on défend la régulation, c'est que l'on croit à l'initiative privée, sans pour autant avoir la naïveté de ressasser la fable de la main invisible du marché qui réglerait tous les problèmes. Si l'on veut transformer nos entrées de ville, il faudra de la régulation. Pour construire en zone tendue, nous aurons besoin d'arrêter de gâcher de précieux fonciers dans des opérations chères et sans densité. Si l'on veut proposer aux salariés des logements proches de leur emploi, nous avons besoin de politiques volontaristes d'aménagement. Sur le foncier, nous avons aussi besoin que l'État et les grands propriétaires publics se comportent en acteurs d'intérêt général. Nous avons besoin de récompenser fiscalement l'investissement au service des enjeux collectifs plutôt que la détention rentière. Il faut faire redescendre la température spéculative. Et pour pouvoir revenir en arrière, nous devrons aussi comprendre le chemin qui a conduit à une telle augmentation des coûts de production du logement. Nous devons urgemment revenir à la bifurcation manquée. Où le système a-t-il déraillé? Sur la TVA, sur les normes, sur les coûts des matériaux? La déconnexion criante des prix de l'immobilier avec les salaires des Français ne peut pas continuer sans nous emmener dans le mur. La deuxième ambition que pourrait traduire cette rupture, c'est la programmation, la lisibilité, la visibilité.
Les acteurs du logement doivent pouvoir comprendre le cadre juridique et économique dans lequel ils prennent des décisions, en partager le sens, être certain qu'il va rester stable, au moins le temps de l'appliquer. Les multiplications des textes d'opportunité politique, les revirements soudains contribuent à la crise du logement et à l'exaspération des acteurs. Dans les moments de crise et d'instabilité, j'ai la conviction que la pire des solutions est de jouer petit bras, de poser des cataplasmes sur des jambes de bois. Pour porter de grandes ambitions, il est donc urgent d'abandonner la gestion court-termiste. C'est ainsi que les caisses de l'État se rempliront de nouveau. Investir 1 euro d'argent public dans le secteur du logement, c'est en retrouver 2,5 dans les comptes publics, tout en libérant nos concitoyens du fardeau du manque de logement. La rupture, elle passe donc par le retour vers les fondamentaux d'une économie réelle et donc de l'investissement. Régulation, programmation, voilà la méthode que nous proposons. Et sur le fond, je veux ajouter 3 sujets. Il n'exclut évidemment pas toutes les questions professionnelles qui ont été émises en débat pendant ces 3 jours. Nous demandons, nous continuerons de demander, nous ne cesserons d'appeler à la fin de la RLS, cette ponction improductive, délétère, sur les ressources des organismes de logement social. La RLS, c'est un impôt fainéant qui n'a rien produit de mieux que d'entraver nos capacités d'investissement de plus de 10 milliards d'euros. Il n'a rien encouragé, il n'a rien fléché, aucune ressource vers aucune politique vertueuse. Il a contribué au budget de l'État sans rien changer d'ailleurs à ses difficultés. Il est donc urgent de redonner aux bailleurs sociaux des capacités d'action, alors même qu'on a un mur d'investissement devant nous. Je salue d'ailleurs ici le travail qu'a fait Valérie Létard pour commencer à remettre en cause le dogme de la RLS de 2018. Sur le plan financier, l'allègement de 200 millions obtenu pour 2025 était encore modeste, mais politiquement, cela avait constitué une bascule importante qu'il faut consacrer et amplifier dans le prochain budget. Autre élément structurant du pilotage de notre secteur, le Fonds national des aides à la pierre. Là encore, nous revenons de loin. Certains, au sein de l'État, se voyaient bien le supprimer ou se délester sur les collectivités locales d'un pilotage national. Les travaux sur l'avenir du FNAP, qui ont été pilotés par son président, Jean-Paul Jandon, que je salue, ont montré les qualités de ce dispositif et l'attachement des acteurs à son fonctionnement. Mais tout n'est pas gagné, loin de là. Si l'on sauve les principes généraux du FNAP, on peut malgré tout le dévitaliser en asséchant ses ressources. Cette menace est à ce jour toujours active. Nous réussirons peut-être à terminer l'année 2025 à l'équilibre, mais pour 2026, nous demandons que le FNAP soit doté de 700 millions d'euros en autorisations d'engagement pour pouvoir accorder des aides à la production des logements PLAI+, à hauteur des objectifs qui nous sont fixés, et y inclure durablement les aides à la rénovation. Il nous faut aussi, enfin, fluidifier la mobilisation de la ligne budgétaire unique pour les Outre-mer. Si les obligations de rénovation s'imposent à nous par la loi, elles s'imposent avant tout par notre volonté d'accompagner les locataires dans la maîtrise de leurs charges et la qualité de leur logement. Pour éviter d'arbitrer entre production et rénovation, nous devons donner de la visibilité et de la stabilité aux organismes. C'est tout simplement cela, planifier. Planifier, c'est également permettre des investissements structurants, mobilisant des maîtres d'ouvrage différents au service d'un bel objectif. Je pense naturellement à la très puissante politique de renouvellement urbain qui unit autour d'un projet commun l'équité territoriale, les collectivités locales, les bailleurs, le paritarisme, les habitants des villes et des quartiers. À très court terme, le futur gouvernement doit garantir le respect des engagements financiers de l'État dans le NPNRU. Action Logement joue son rôle. Les organismes de logement social payent sans retard leurs contributions par le biais de la CG2LS. Mais l'État, lui, joue la montre pour des sommes qui sont loin de mettre en péril notre budget national. Et puis cette année, la question de l'avenir du renouvellement urbain a enfin été posée.
Mais c'est peu dire qu'il a fallu se fâcher pour cela. Je me réjouis aujourd'hui de la nomination d'un homme de la qualité et de l'expérience de Philippe Van de Maal pour aborder l'avenir, le périmètre et la configuration future du renouvellement urbain. Comme l'ont fort bien montré Anne-Claire Mialot, Cédric Van Stevendel et Jean-Martin Delorme dans leur rapport, je suis persuadée que l'avenir de l'ANRU passe par une plus grande association des habitants et par un enrichissement du concept de renouvellement urbain à l'aune des changements climatiques, démographiques et sociaux. Voir loin, voir au-delà de nous-mêmes, de nos habitudes, cesser de poser des problèmes de financement sans avoir d'abord réfléchi à ce qu'il fallait faire, c'est l'effort que nous devons faire tous ensemble. J'en arrive au dernier sujet qui devrait nous animer ces prochains mois, le combat pour le logement permanent. Bien sûr, cette problématique ne touche que marginalement l'activité HLM. En revanche, elle construit l'armée de réserve des demandeurs de logements sociaux en sortant du marché locatif privé des dizaines de milliers de logements chaque année. Cette évaporation vers la location temporaire est une véritable calamité qui a contaminé trop de territoires. Ce que nous avions repéré il y a 10 ou 15 ans dans le centre de Paris a aujourd'hui gangréné les zones littorales, les centres-villes patrimoniaux des métropoles, les banlieues bien desservies par les transports. C'est une véritable saignée à laquelle nous assistons. La loi transpartisane Le Meur et Tchaniz, votée fin 2024, est un premier pas important pour lutter contre la transformation de nos territoires en centres de vacances pour les touristes du monde entier. Je salue également le travail mené par Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris, pour objectiver cette problématique. Dans la capitale, comme en Corse, au Pays Basque ou sur le littoral breton, nous devons pouvoir, et évidemment nos enfants après nous, vivre et travailler au pays. Individuellement, certains peuvent chercher un placement rentable, mais collectivement, nous sommes en train de digitaliser nos villes et nos campagnes en les réservant à quelques-uns pour quelques jours. Même en produisant plus, même en relançant l'accession, même en fluidifiant les parcours résidentiels, même en revenant à près de 500 000 attributions par an, nous ne pourrons pas répondre seuls aux près de 3 millions de ménages demandeurs d'un logement social. Et pour ne pas jeter toutes ces familles dans la désespérance et le doute démocratique, pour ne pas entretenir le soupçon sur toutes les politiques publiques, ni alimenter les démagogues et les populistes, il faut que les corps intermédiaires fassent alliance, non pas contre l'État, mais à ses côtés. Cette grande alliance, je la crois nécessaire, d'abord avec les élus locaux qui font vivre nos territoires. Elles et eux qui connaissent chaque rue par cœur et qui restent à portée d'engueulade de nos concitoyens. Nous entrons progressivement dans la campagne des élections municipales. Pour les acteurs du logement, c'est toujours un moment important. C'est aussi souvent une période angoissante, car les projets que nous portons servent souvent de foire d'empoigne. Et dans cette période où chacun va faire valoir les solutions qu'il propose pour sa ville, je fais le vœu que le logement redevienne une priorité. Je fais le vœu que l'on s'épargne les propos de tribune pour refuser que nos villes se transforment. Je veux croire que la situation a bien changé en 5 ans. Les maires ont vu s'allonger la liste des demandes de rendez-vous avec des gens qui cherchent simplement à se loger. La crise n'a épargné aucun territoire, quasiment aucune classe sociale, même si les plus précaires paient le prix le plus lourd. Mesdames et messieurs les maires, nous avons besoin de vous pour bien faire, pour produire une offre adaptée aux besoins des habitants, pour agir dans la finesse. Nous pouvons vous apporter bien plus que vous l'imaginez. Au-delà du logement locatif familial que chacun connaît, les organismes de logement social proposent aussi de l'accession sociale à la propriété, construisent des logements pour les seniors comme les étudiants, aménagent des centres anciens, renaturent, produisent des équipements publics. Les bailleurs sociaux sont un outil à votre disposition pour faire bouger votre ville. Nous sommes, comme vous, des acteurs d'intérêt général qui se lèvent chaque matin pour donner le meilleur à nos locataires. Faisons alors alliance dans les mois qui viennent pour faire réussir nos territoires. Les liens entre le logement social et les élus locaux sont anciens. Mais on parle trop peu, en revanche, de l'alliance nécessaire avec toutes les entreprises du bâtiment et de l'immobilier. Nos métiers se complètent, se croisent, se concurrencent parfois, mais contribuent ensemble à loger les Français.
C'est d'ailleurs le sens de l'Alliance pour le logement que nous avions lancée avec la Fédération française du bâtiment et 10 autres partenaires. Nous avons alerté et décrit la crise du logement dans laquelle les Français se débattent aujourd'hui. J'exprime régulièrement des exigences vis-à-vis du secteur privé, mais je suis inquiète, profondément inquiète, du risque qui guette notre pays de voir disparaître des savoir-faire et un appareil productif. La crise qui touche la promotion et le secteur de la construction n'est pas une bonne nouvelle. Elle est une bonne nouvelle pour personne. Le logement social ne pourra pas répondre à tous les besoins de notre société. Il n'en a pas la vocation ni la volonté. Les HLF ne vivent pas mieux quand le privé s'effondre. Celles et ceux qui n'ont rien voulu faire contre la crise du logement se sont lourdement trompés. Personne ne peut se réjouir de la destruction d'emplois non délocalisables et utiles à notre société. Dans le dialogue avec les élus locaux, dans les échanges avec les entreprises, il y a un partenaire qui nous manque terriblement, comme pilote et autorité, c'est l'État. L'État qui n'exprime plus d'autre volonté que budgétaire. L'État qui ne réunit plus les acteurs en temps de crise. L'État qui perd des talents au niveau central comme déconcentrés. Je me désole quand j'apprends dans des réunions de prospective que l'État projette de régler le mal-logement en 30 ans par le simple reflux démographique. Allons dire ça à celles et ceux qui souffrent aujourd'hui. Nous avons besoin du retour de l'État stratège, d'un pilotage volontariste des directions d'administration centrale, de l'engagement quotidien des préfets et des services déconcentrés pour sortir de la crise du logement. Demandez-nous plus, demandez-nous mieux, mais dans le respect de nos missions et de nos moyens. Élus locaux, entreprises, État, mouvement HLM, militants du logement, cette grande alliance d'intérêt général pour le logement, c'est l'alliance pour toutes et tous. Alors dépassons nos petites habitudes, nos intérêts immédiats, nos craintes ou nos méconnaissances. Ensemble, nous pouvons relever le défi et en finir définitivement avec la crise endémique du logement. Chers amis, nous arrivons au terme de ce congrès. Chacune et chacun va revenir chez soi, dans son organisation, plein de débats et des rencontres qu'il a pu faire. Ce congrès a encore été dense professionnellement et humainement. Nous avons confronté nos savoir-faire et nos différences. Nous repartons ce soir optimistes par volonté et toujours engagés à transformer notre réel. Ce congrès de Paris aura été un vrai bouillonnement d'initiatives et a battu tous les records d'affluence. Nous avons connu plus de 32 500 visites. Dans les mois qui viennent, gardons cette énergie, cette force collective. Nous savons ce que nous avons à faire. Et retrouvons-nous aussi nombreux et nombreux, aussi puissantes et puissants, aussi déterminés, du 22 au 24 septembre 2026 pour le 86e congrès HLM à Bordeaux. Je vous remercie.